Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau de l'ECG, l'hypertrophie des cavités cardiaques. On va voir ensemble comment décoder ces tracés qui peuvent parfois faire un peu peur. Voilà, quand on tombe sur un ECG comme celui-ci, ça peut sembler un peu comme du chinois, non? On se demande par où commencer. Mais pas de panique. L'idée, c'est d'avoir une méthode, une sorte de clé de lecture. Et c'est exactement ce qu'on va construire ensemble aujourd'hui. Alors voici notre programme. On va d'abord poser le problème de l'hypertrophie, ensuite on va décortiquer les oreillettes, le ventricule gauche, le ventricule droit. On verra aussi quelques pièges cliniques et on terminera avec une checklist super pratique. Allez, on y va. Première partie, l'énigme de l'hypertrophie. Le vrai défi, en fait, c'est de réussir à isoler les signaux qui nous intéressent au milieu de toutes ces lignes. Comment faire le tri et repérer ce qui crie hypertrophie? Bon, on entre dans le vif du sujet en commençant par les atrias, les oreillettes. Et là, tout le secret, il est dans l'onde P. C'est elle qui nous raconte l'histoire de leur dépolarisation. Pour bien la voir, on va se concentrer sur deux dérivations en particulier, DI et V1. Pourquoi celle-là? Parce qu'elle nous donne les meilleures perspectives, un peu comme une vue de face et une vue de profil de l'activité électrique des oreillettes. Et là, il y a des petits moyens mnémotechniques qui sont juste géniaux. Pour l'hypertrophie de l'oreillette gauche, l'AG, on cherche un M. Un M comme mitral, parce que c'est souvent lié à une pathologie de la valve mitrale. Et pour l'hypertrophie droite, l'HAD, c'est un P. P comme pulmonaire. Ça nous met tout de suite sur la piste d'un problème pulmonaire chronique. Facile, non? Regardez bien ces deux exemples. C'est très parlant. À gauche, la JAG. Vous voyez cette onde P? Elle est large, elle est bifide, elle a vraiment cette forme de M caractéristique. Et à droite, la SHED. Là, c'est tout l'inverse. L'onde P est très haute, pointue, c'est la fameuse onde P pulmonaire. Visuellement, on ne peut pas les confondre. Ok, on a vu les oreillettes. Maintenant, on passe au ventricule. Et on commence par le plus costaud, le ventricule gauche. C'est l'hypertrophie qu'on rencontre le plus souvent, mais c'est aussi là que les choses se compliquent un peu. Le premier réflexe, c'est de regarder le voltage, l'amplitude des QRS. On a des indices pour ça, comme celui de Sokolov-Lyon. On additionne l'onde S en V1 et l'onde R en V5 ou V6, et si ça dépasse 35 mm, ça nous alerte. Mais, et c'est un gros mais, attention, un voltage élevé tout seul ne veut rien dire. C'est un piège hyper classique chez les personnes jeunes et minces, donc on ne s'arrête jamais juste à ça. Alors, la vraie question, le truc crucial à comprendre, c'est ça. Est-ce qu'on est face à une surcharge de pression ou une surcharge de volume? Parce que ce n'est pas du tout la même chose, et derrière, la situation clinique est complètement différente. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, l'HVG systolique, c'est la surcharge en pression. Pensez hypertension, rétrécissement aortique. Le muscle si épais qu'il souffre, il a du mal à se repolariser. Résultat, l'onde T devient négative en V5-V6. C'est l'aspect de strain. De l'autre côté, l'HVG diastolique, la surcharge en volume, liée aux fuites valvulaires. Le cœur est dilaté et ça se traduit par des ondes Q fines et profondes et des ondes T qui, elles, restent positives. La clé, c'est donc de regarder les ondes T et Q. Et quand on les met l'un à côté de l'autre, c'est flagrant. À gauche, le cas typique de surcharge systolique. On a le haut voltage, mais regardez surtout ces ondes T négatives en V5-V6. C'est le strain. À droite, le modèle diastolique. Le voltage est aussi élevé, mais les ondes T sont bien positives et on voit apparaître ces ondes Q caractéristiques, fines et profondes. Ça change tout. Très bien. Maintenant qu'on a bien cerné le ventricule gauche, passons à son voisin, le ventricule droit. Lui, c'est un peu l'acteur caché. Il est beaucoup plus difficile à voir sur le CG, tout simplement parce que le ventricule gauche est une vraie centrale électrique qui a tendance à tout écraser. Alors, comment on le démasque? Il y a un signe clé, c'est l'effet miroir en V1. Normalement, en V1, on a une toute petite onde R et une grande onde S. Mais quand le ventricule droit devient hypertrophié, il devient tellement massif que le courant électrique s'inverse et vient vers V1. Et là, paf, le schéma s'inverse complètement, on se retrouve avec une grande onde R qui devient plus grande que l'onde S. Et voilà un exemple parfait, un vrai cas d'école. Regardez en V1. La grande onde R qui est bien plus ample que la petite onde S. C'est le signe numéro 1. Et le deuxième signe, c'est la déviation de l'axe du cœur vers la droite. Logique, toute cette masse musculaire à droite attire l'axe électrique global de son côté. Quand on a ces deux signes, le diagnostic d'HVD est quasiment certain. Bon, on a vu les signes un par un. Mais le CG, c'est comme un puzzle. Voir les signes isolément, c'est bien. Mais le plus important, c'est de savoir rassembler les pièces pour voir l'image globale, le tableau clinique. Il y a des associations signatures à connaître par cœur. Par exemple, si on voit une HAG, notre onde P en M,
Associé à une HVD, notre grand nom de R en V1, il faut tout de suite penser à une sténose mitrale. Un autre exemple, une HAD, avec un bloc de branche droit incomplet et de façon surprenante, un axe dévié à gauche. Ça, c'est la signature typique d'une communication interauriculaire de type ostium primum. Connaître ces combos, c'est un gain de temps énorme. Alors, pour mettre tout ça en ordre et être sûr de ne rien oublier, le mieux c'est d'avoir une approche systématique. Voici une petite checklist, une sorte de routine à dérouler mentalement devant chaque ECG. C'est simple, on procède par étapes. 1. On regarde l'onde P. Est-elle en M ou pointue? 2. L'axe des QRS. Part-il à droite ou à gauche? 3. Le voltage. Est-ce que les critères comme Sokolov sont positifs? 4. Un petit tour en V1. Est-ce que R est plus grande que S? 5. Les ondes T en V5, V6. Sont-elles négatives ou positives? Et enfin, 6. Y a-t-il des ondes Q en V5, V6? En suivant ces 6 points, on est sûr de faire un balayage complet. C'est vraiment la méthode qui protège de l'erreur. Voilà, maintenant on a toutes les clés en main. Le prochain ECG ne doit plus être vu comme une énigme indéchiffrable, mais plutôt comme une histoire clinique qui n'attend plus que d'être lue.